Grand quiz live sur la route, vous assurez. Bienvenue à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, nouvelle édition. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai la chance d'animer cette émission. Vous le savez donc, nous sommes en direct. Nous allons être avec Sophie qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais d'abord, toute chose, Generali, être assureur, vous le savez, c'est savoir anticiper les risques, les usages et les besoins. Il ne s'agit pas simplement de réparer les sinistres ou de signer un contrat. Nous estimons que prévenir fait partie de notre mission. C'est pourquoi en fait, nous avons lancé un programme de remise à niveau et de sensibilisation aux risques de la route pour les conducteurs expérimentés ou même les jeunes permis. Nous sommes en partenariat avec les Codes Rousseau et tout de suite, j'accueille l'ambassadrice des Codes Rousseau, Sophie Onfroy. Sophie, welcome, ravie de te retrouver pour cette nouvelle édition. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live. Cette nouvelle émission, ça fait plaisir de se retrouver. Alors, cette année, qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, toujours un grand quiz avec 20 questions. Vous aviez apprécié l'année dernière en fait, d'avoir ce format-là. Donc, on l'a gardé, 20 questions sur 5 thématiques différentes. Donc, vous allez pouvoir répondre à des questions. Et puis, le but, c'est aussi de répondre, que moi, je réponde à vos questions. Donc, vous allez avoir la possibilité aussi de poser vos questions dans le chat. Voilà. D'accord. Alors, ces 5 thématiques... Alors, on a fait vraiment, en 20 questions, on va essayer de prendre la globalité de la conduite, c'est-à-dire les autres usagers, ceux avec qui on partage la route. On va parler de soi en tant que conducteur, on va parler de la route, on va parler de son véhicule et on va parler aussi de quand ça se passe pas très bien en cas d'accident, que ce soit matériel ou corporel. Donc, on va essayer de voir tout ça en 20 questions. D'accord. Alors, pour les habitués, pas de souci. Je vais quand même réexpliquer un petit peu les règles. Vous avez donc 5 thèmes, 5 séries de 4 questions. 5 séries de 4 questions. Il faut répondre dans l'onglet quiz. Quiz, vous répondez A, B ou C selon les questions qui vous seront posées. Et en dessous ou au-dessus, vous avez le petit onglet chat. Chat qui est finalement si vous avez une question ou un commentaire à faire. Voilà, si vous êtes ravi de ma réponse, voilà. Vous trouvez la photo super belle, la question très intéressante, n'hésitez pas à le dire aussi. Un commentaire ou une question, une question bien particulière. On a la chance d'avoir Sophie des Codes Rousseau avec nous pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, attention parce que souvent on confond entre le quiz, on répond à B ou C dans l'onglet chat. Faites attention donc, mais on verra déjà sur la première question s'il y a des petites erreurs. Il n'y a pas de souci. OK. On est parti sur une heure. Une petite heure, voilà. Voilà, une petite heure. Je pense que ça... heure de révision. On va repasser ça. Alors, aussi, petit mode d'emploi, on vous conseille de prendre un stylo, un crayon avec vous, une feuille de papier. Et vous noterez, c'est ça, voilà, Sophie. Vous allez nous annoncer à la fin en fait, le score que vous aurez sur 20 questions. Donc du coup, n'hésitez pas à noter en fait, à chaque fois que vous avez une bonne réponse. C'est plus sympa que de noter quand on a des mauvaises. Notez vos bonnes réponses, comme ça à la fin, vous nous annoncerez votre score, si vous le souhaitez, dans le chat. Il n'y a pas de mauvais élèves. De permis. On est en révision et j'en fais partie. Je vais réviser justement avec vous. C'est pour ça que j'ai le grand bonheur à être aujourd'hui aux côtés de Sophie et avec Codes Rousseau. Et peut-être que certains ont déjà révisé parce que du coup, en fait, j'ai choisi ces thématiques aussi en lien avec les vidéos que vous avez à disposition pour les adhérents de Generali. Ils ont à disposition une vingtaine de vidéos, je crois, en fait, sur différentes thématiques. Donc certains ont peut-être déjà révisé. On va voir ça dès maintenant avec les 20 questions, puisque du coup, j'ai choisi ces thématiques aussi pour cette raison. Sur le site, sur la route, vous assurez. OK, on est parti pour le premier thème et la première question. Oui. Vous êtes tous prêts? OK, bien installés. Allez, on écoute et on regarde. Alors, cette première thématique, j'ai choisi en fait les autres usagers parce qu'on voit que la cohabitation est des fois un petit peu compliquée avec les autres usagers. Donc, ça va être l'occasion de revenir sur pas mal de choses et puis de voir aussi que toute la signalisation qui concerne les autres usagers, elle peut vous être utile aussi à vous aussi. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai choisi une première question qui concerne ce panneau. Vous l'avez peut-être vu. J'espère que vous le voyez bien. Il a été zoomé pour être sûr que vous voyez tout bien. Ce panneau, est-ce qu'il s'adresse aux cyclistes? Oui, réponse A, non, réponse B. Donc, comme vous l'a dit Philippe,
Déroulez bien hein, le petit bandeau quiz de façon à pouvoir répondre. Soit vous répondez oui, soit vous répondez non. Vous êtes déjà nombreux à répondre, donc c'est très bien. Apparemment, c'est OK. Alors, une grande majorité... Ah, quoique, oui, une grande majorité de oui pour l'instant, quoique ça se resserre. 63, 38, 67. Voilà. En tout cas, c'est bon. OK, très bien. 68, 32. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. OK. Voilà, on est sur un 2 tiers, ouais. 2 tiers, 1 tiers. Hein. 2 tiers, 1 tiers. Ah, même 3 quarts, 1 quart, là, et ben, 75%. Ouais, ça ne m'étonne pas trop parce qu'on le voit de plus en plus. En fait, ce panneau, donc bravo à tous ceux qui ont répondu A, puisque effectivement, ce panneau s'adresse aux cyclistes. Il leur dit que lorsque le feu est rouge, ils ont la possibilité de franchir le feu pour suivre la direction qui est indiquée par la flèche jaune. Je ne sais pas si vous voyez sur le panneau. En fait, on voit un vélo jaune et on voit une petite flèche. Donc, des fois, ça autorise les cyclistes à franchir le feu pour aller tout droit, pour aller à droite et tout droit. Donc, c'est pour ça, parce qu'on voit beaucoup de choses sur les faits que les cyclistes passent au feu rouge. Ben, des fois, c'est parce qu'en fait, ils ont la possibilité de le faire grâce à cette signalisation. Donc, vous, en tant qu'automobiliste, soyez aussi extrêmement prudent quand vous voyez cette signalisation, parce qu'au moment où le feu va devenir vert pour vous, il est possible que des cyclistes essayent de vous dépasser par la droite, par la gauche, compte tenu en fait de ce panonceau. Donc, du coup, vraiment, soyez attentifs quand vous avez ce panonceau, et les cyclistes, quand vous avez ce panneau, parce que peut-être que certains d'entre vous sont cyclistes, ils vous offrent la possibilité de passer lorsque le feu est rouge. Voilà, donc c'était bien la réponse A, bravo, 75% du public qui a répondu oui, c'était la bonne réponse. Et je vous rappelle que si vous avez des questions sur ces thématiques, hein, vous pouvez les poser dans le chat. Hein. Alors, encore quelques petites erreurs, je vous rappelle, attention, les réponses, là, ces réponses-là, réponse A ou réponse B, c'est côté quiz. Voilà, il faut répondre dans le quiz et pas sur la bande du chat qui est pour poser une question ou faire une remarque. Donc, attention, il y a eu quelques petites erreurs. Voilà, sur cette première question, donc tous ceux qui ont répondu A, un petit trait, hop, ils ont une bonne réponse. Exactement, bravo à vous en tout cas. On passe à la question 2 maintenant. Dans cette situation, alors j'espère que vous voyez tous bien les images. Est-ce que je m'arrête ici, réponse A, ou est-ce que je m'avance jusqu'au feu, réponse B? Que répondez-vous? Vous êtes au volant du véhicule, hein, d'accord? Est-ce que vous vous arrêtez ici? Est-ce que vous vous avancez jusqu'au feu? Ah, pour l'instant, on a 100% de bonnes réponses. Hein. Bravo. Ok. Alors, pour la petite histoire, chez Code Rousseau, pour faire ce genre de photos, on a eu énormément de difficultés parce que du coup, souvent, les sas cyclistes, on appelle ça des sas cyclistes, en fait, souvent, les voitures sont arrêtées dessus. Donc, du coup, voilà. Ah oui, c'est extrêmement compliqué de faire les photos. Donc, oui, effectivement, vous êtes 80% à répondre qu'on s'arrête ici. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le sas cycliste. Le sas cycliste. Le sas cycliste. En fait, c'est fait pour que les cyclistes et les EDPM, donc les trottinettes électriques, par exemple, puissent s'arrêter sans être dans les angles morts des véhicules. Donc, et puissent être devant, voilà, qu'ils ne soient pas masqués par les véhicules, qu'ils n'aient pas aussi tous les gaz d'échappement. Donc, ça, c'est aussi un peu de confort. Et soient surtout bien visibles. D'accord, donc ça s'appelle un sas cycliste et surtout on s'arrête ici, on n'a pas le droit d'aller s'arrêter sur ce... On est passible d'une amende. Voilà, exactement, d'accord. Et puis là aussi, j'en parlais tout à l'heure, en fait, cette signalisation, c'est aussi important au moment où le feu va devenir vert parce que généralement, logiquement, il devrait y avoir une bande cyclable qui permet aux cyclistes d'atteindre en fait ce sas cycliste. Sauf qu'il n'existe pas forcément. Donc un cycliste qui veut rejoindre le sas cycliste, il va vous dépasser par la gauche. Donc si le feu devient vert, vérifiez bien avant de redémarrer qu'il n'y a pas un cycliste qui est en train de vous dépasser. D'accord ? Donc toute cette signalisation qui est destinée aux autres usagers, pensez que vous aussi, elle vous concerne et en fait, elle doit vous rendre plus attentif à la présence des autres usagers sur votre parcours. Juste, Sophie, on revient sur... Sandrine nous demande comment s'appelle ce panonceau. Le premier panneau, je pense que c'était le... Alors, le premier panonceau, on l'appelle le M12. Voilà. Hein, très simple. Ou céder le passage cycliste, mais souvent c'est ce qu'on appelle le M12. Alors du coup c'est le nom vraiment dans l'instruction interministérielle, mais si vous suivez beaucoup de vélotaffeurs qui font des lives, en fait c'est vraiment, on entend beaucoup parler de ce M12 et c'est pour ça que voilà, ce terme on le garde. Les autres panneaux on n'en parle pas de cette façon-là, ils ont un nom, mais celui-ci on l'appelle comme ça parce que du coup c'est voilà, dans la communauté cycliste c'est très connu sous ce nom. Donc c'est ce qu'on appelle le M12 et il en existe beaucoup. C'est-à-dire que là, sur cet exemple, comme je vous disais, on voit une flèche qui va tout droit, mais ce panonceau existe aussi avec une flèche vers la droite, vers la gauche, tout droit et vers la droite. En fait, voilà, il y a plein de panonceaux comme ça. Super, c'était pas une question piège. Non, mais t'inquiète pas. Merci pour tes précisions. Allez, troisième question. Donc, merci à Sandrine de poser des questions. Et si, comme Sandrine, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, surtout.
Donc on est à la question 3 et la question 3, on va parler de la circulation à double sens qui ici est autorisée à tous les usagers, réponse A, aux deux roues motorisées, réponse B, aux engins de déplacement personnel motorisés, les EDPM, c'est les trottinettes, hein, d'accord, les trottinettes électriques, hein, aux vélos et aux vélos à assistance électrique. Sachez que du coup, il y a deux réponses possibles sur cette question, d'accord. Autant les premières questions, il n'y avait qu'une seule bonne réponse, là, il y a deux réponses possibles, d'accord. Donc, que répondez-vous? Donc, si vous pensez qu'il y en a deux, voilà, ok. Alors, la circulation à double sens est autorisée sur cette route. On en avait parlé un peu l'année dernière hein, de ce... Alors, et on en voit de absolument. plus en plus. Hein. Absolument, j'en souviens. Oui. Beaucoup de questions là-dessus. Alors, que répondez-vous? Donc, vous avez deux réponses possibles. Que répondez-vous? Alors, j'imagine que voilà. Donc, bravo. Alors, déjà, ce n'est pas à tous les usagers, c'est ce qu'on appelle un double sens cyclable. En fait, cette route, elle est à sens unique pour tous les usagers motorisés. En revanche, les cyclistes et les conducteurs de DPM, donc je sais que le terme fait un peu peur, mais c'est les trottinettes électriques, peuvent circuler, eux, dans les deux sens, d'accord? Chacun va circuler sur sa droite, hein, c'est-à-dire que si du coup un cycliste va dans le même sens que moi, il va circuler sur sa droite, et si quelqu'un arrive en face, il va circuler là aussi sur sa droite. Mais ça concerne et les engins de déplacement personnel motorisés, les trottinettes électriques, mais également les vélos et les vélos à assistance électrique, d'accord? Qui, eux, peuvent circuler dans les deux sens. D'accord? Ok. Pas de questions là-dessus dans le chat? C'est aidé. Parfait. N'oubliez pas de vous mettre les petits points qui va bien pour, Voilà. pour le calcul final. Ok. Vélo, vélo assistance électrique, engin de déplacement personnel motorisé. Vous étiez nombreux à avoir répondu les deux, donc très très bien. Parfait. Quatrième question. Quatrième, et bien très bien. Sur cette thématique. Dans cette zone, les piétons ont la priorité de passage, oui ou non? Les passages piétons seront matérialisés au sol, oui ou non? Là aussi, deux réponses correctes, évidemment. Que répondez-vous? Dans cette zone, les piétons ont la priorité de passage. Est-ce qu'ils sont prioritaires par rapport à tous les autres usagers? Est-ce que les passages piétons sont matérialisés au sol, oui ou non? Je suis vraiment les réponses. On voit que certains ont révisé, c'est parfait. Alors, que répondez-vous? Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas dans le chat à nous dire aussi si ça va trop vite, si ça ne va pas assez vite. Voilà, que vous ayez le temps de répondre. À l'examen du code, les élèves ont 20 secondes pour pouvoir répondre. Ah oui, c'est 20 secondes. C'est 20 secondes. Ça peut être long aussi, ça peut leur paraître long. Alors, en tout cas, une majorité Alors, pour la première question dans cette zone, les piétons ont la priorité de passage. Vous êtes... Voilà, on a quasiment à 100 fautes. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on appelle une zone de rencontre, on en voit de plus en plus. L'idée, c'est que tous les usagers ici peuvent circuler, donc les voitures, vous avez le droit de circuler. En revanche, tous les usagers vulnérables sont prioritaires par rapport aux autres, c'est-à-dire que les piétons sont prioritaires par rapport aux cyclistes, les cyclistes sont prioritaires par rapport aux voitures. Donc les piétons ont la priorité de passage sur tous les usagers, sauf une petite exception, les tramways évidemment. Mais sinon, ils ont la priorité de passage, donc c'est bien A. Et en fait, ils ont le droit de circuler où ils veulent. D'accord. Tu aurais répondu ça? Absolument, oui. Puisque du coup, en fait, ils ont le droit de circuler partout. Voilà, et c'est pas matérialisé au sol, c'est puisque pas matérialisé. Une zone. Voilà, donc en fait, ils peuvent circuler sur la chaussée, d'accord? Ils sont complètement en droit, et donc il n'y a pas de passage piéton, sinon ça inciterait les piétons à traverser ces endroits-là, alors que tout leur est accessible. Donc les passages piétons, seront matérialisés au sol. C'était la réponse de non, donc c'était bien A et D ici. Donc la réponse D a posé plus de soucis. Hein. Dans ces zones, c'est normal qu'il n'y ait pas de passage piéton. Donc, surtout, ne soyez pas surpris s'il y a un piéton qui arrive, qui manifeste son envie de traverser. Vous devez vous arrêter pour le laisser passer. Très bien. C'est bon? C'était la question 4. On va passer aux petites questions-réponses. Petites questions-réponses, j'en ai quelques-unes, avant de passer à la séquence suivante. J'en ai quelques-unes. Sur les cyclistes, on le voit... où doivent circuler les trottinettes? Sur la route ou sur les trottoirs? C'est vrai que... Alors, ça dépend parce que c'est pas simple. Hein. Oui, c'est pas simple. En fait, il y a différentes sortes de trottinettes, puisque effectivement, il y a les trottinettes et les trottinettes électriques. Les trottinettes sont considérées comme des piétons. Donc, à ce titre, ils doivent circuler sur le trottoir. À l'allure du pas, d'accord? Donc normalement, ils doivent être à 6-7 km/h, pas au-delà. En revanche, si on parle des trottinettes électriques, là, dans ces cas-là, ils doivent circuler sur la chaussée. Et s'il y en a, ils peuvent circuler sur les bancs des pistes cyclables aussi. Mais ils n'ont pas à circuler sur le trottoir quand on parle de trottinettes électriques. On revient sur la question d'avant. Christine nous demande, dans la question précédente, il s'agissait bien des vélos et trottinettes, mais pas les motos.
Exactement. On est bien d'accord. Exactement, Christine. En fait, la question, c'était sur le double sens cyclable. Oui, En fait, voilà, les deux roues motorisées, c'est ce qu'on appelle dans le code de la route les motos, les cyclomoteurs. Et les engins de déplacement personnel, là, on est vraiment les trottinettes, les gyropodes, en fait, tout ce qui est motorisé, voilà, et qui ne peut être utilisé que par une personne. Donc oui, bien sûr, Christine, carrément. On peut prendre peut-être la question, oui, les cyclistes doivent-ils serrer à droite pour faciliter les dépassements? Ça, c'est une question qu'on se pose toujours. Alors, oui et non. C'est quoi la règle? Alors, la règle, c'est qu'ils doivent circuler sur leur droite, comme tous les usagers, comme les voitures aussi. Sauf, il y a quelques... En fait, ils ont le droit de s'éloigner des véhicules en stationnement. C'est-à-dire que du coup, on leur conseille de s'éloigner d'environ 1 mètre des véhicules en stationnement parce qu'on sait que justement une portière peut s'ouvrir. Donc ça, c'est pour ça que du coup, c'est autorisé. Et après, de toute façon, pareil, si l'accotement n'est pas en bon état, là aussi, ils ont le droit de ne pas serrer à droite. Donc s'ils ne serrent pas à droite, souvent, c'est parce que du coup, les véhicules, en fait, les dépasseraient sans laisser l'espace latéral minimal et obligatoire. Donc c'est aussi pour ça. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous voyez encore la photo qui est diffusée à l'écran, à mon écran, justement sur la question qu'on a eue tout à l'heure, sur la circulation à double sens. Et vous voyez ici les véhicules qui sont stationnés à gauche. Et ça pose souvent souci en termes d'accidentologie parce qu'on est tous habitués en tant qu'automobilistes, quand on cherche à sortir de ce stationnement, comme c'est une chaussée à sens unique, on regarde que ce qui se passe derrière et on ne regarde pas forcément ce qui se passe devant. Et c'est aussi pour ça que les cyclistes, des fois, ils ne serrent pas à droite. C'est justement par rapport au danger des véhicules en stationnement. Françoise nous demande, est-ce que les rues en sens interdit peuvent être utilisées par les vélos 6 vitesses limitées à 30? Alors, la règle générale veut justement que d'office, dans les zones 30, toutes les rues à sens unique, donc en sens interdit dans l'autre sens, à sens unique, soient forcément à double sens cyclable, sauf si c'est indiqué, sauf si le maire décide autrement. Mais sinon, dans les zones 30, d'office, toutes les routes à sens unique sont à double sens pour les cyclables. Remarque intéressante de Martine, est-ce que le panneau, on le voit, je pense à l'écran, est-ce que le panneau parents-enfants, c'est quoi ce panneau parents-enfants? C'est dommage parce que du coup, c'est une erreur de notre part. C'est un montage qu'on a fait. En fait, ce panneau, dans ces cas-là, c'est une voie piétonne. En fait, du coup, voilà. Attention. Voilà, non, mais en fait, voilà. Donc, c'est le petit truc qu'il ne fallait pas voir. Donc, bravo Martine, vous avez là. En fait, des fois, on change des panneaux chez Code Rousseau pour justement poser des questions. Et là, du coup, voilà, il y a eu un petit couac sur cette image. Je n'aurais pas dû la remettre. Une remarque intéressante aussi de Michael. Les trottinettes ont-elles le droit de circuler sur toutes les routes? Alors, les trottinettes, ça dépend lesquelles. Pareil, les trottinettes électriques, ce qu'on sait peu, c'est qu'elles n'ont pas le droit de circuler hors agglomération. Hors agglomération, c'est interdit de circuler à trottinette électrique, sauf si vous êtes sur une voie verte, par exemple. Mais hormis ça, c'est interdit de circuler hors agglomération avec une trottinette. Et donc, évidemment, les autoroutes, les voies rapides, hors de question avec les trottinettes. Ok, on va peut-être passer, on a plein de questions. Allez, dernière question, on va prendre la question de Christine. Les vélos ont-ils le droit de rouler à plusieurs, côte à côte? Car c'est souvent le cas. C'est vrai, ils discutent entre eux, ou ils sont en peloton, on a du mal à les doubler. Bon, ils ont le droit. Pas au-delà de 2. Ah, d'accord. Pas au-delà de 2. À 2, ils ont le droit. Pas au-delà de 2 Effectivement. D'accord, donc le peloton du Tour de France, ne les doublez pas. Surtout, voilà. évitez de les doubler. On rappelle aussi aux nouveaux arrivants, ceux qui viennent juste de rejoindre notre émission, il y a 2 onglets, je le répète à chaque fois, un onglet pour répondre aux questions qui s'appelle Quiz, où vous répondez A, B ou C, tout dépend oui ou non, et un onglet qui est Chat, qui vous permet, comme nous venons de le faire, de poser vos questions à Sophie. Voilà, je le rappelle, faites attention. On part sur la deuxième thématique. Et on est parti. Allez, c'est parti. Deuxième thématique. Ok, on a parlé tout à l'heure des autres usagers. On va parler maintenant justement des trajets qu'on peut effectuer avec son véhicule. Et donc, du coup, la première question, du coup, si dans ce véhicule, j'ai cet autocollant qui est mis, est-ce que ça veut dire que... est-ce que ce véhicule permet l'installation à l'avant d'un siège dos à la route, oui ou non? Que répondez-vous? On a cet autocollant dans le véhicule. Est-ce que ça veut dire que le véhicule permet l'installation à l'avant d'un siège dos à la route? Que répondez-vous, oui ou non?
Alors, est-ce que ce véhicule permet l'installation à l'avant d'un siège dos à la route, un siège enfant dos à la route, oui ou non? Alors, c'est étonnant. Oui. Il y a beaucoup de non. Mm. 31% oui. Ça s'équilibre un petit peu. En fait, cet autocollant, il vous permet de repérer la commande. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de l'autocollant, on voit une petite commande où c'est marqué on et off. Et en fait, cette commande, elle permet de désactiver l'airbag passager. Et justement, on désactive l'airbag passager quand on installe un enfant à l'avant avec un siège dos à la route. Dans ces cas-là, si vous installez un enfant à l'avant, il faut désactiver l'airbag. Donc du coup, il faut mettre, grâce à votre clé, en fait, le petit curseur sur le off. Donc ici, ce véhicule, il permet. Ça ne veut pas dire que ça ne permet pas l'installation. C'est juste que, surtout si vous installez un siège bébé dos à la route, vous devez justement désactiver l'airbag et donc mettre le curseur sur off. C'était un piège. Mais oui. Réponse A. Donc La bonne c'était réponse A. était la réponse A, c'est vrai, en effet. Donc c'est souvent au même. Alors, c'est pas systématiquement au même endroit. Tous les nouveaux véhicules maintenant ont ça. Hein. Donc c'est soit sur le côté, soit ça peut être aussi dans la boîte à gants. On peut retrouver aussi cette commande. Donc du coup, ça permet bien l'installation. En revanche, dès que vous installez, il faut bien sûr désactiver l'airbag et le réactiver ensuite. Ok. Donc c'était bien la réponse A. C'était voilà. pas simple quand même. Elle a fait mal cette question. C'était pas simple. Oui. On passe à la question suivante. Deuxième question. Dans cette situation, il pleut énormément, donc allumer les feux de croisement, est-ce que c'est conseillé? Réponse A. Est-ce que c'est utile? Réponse B. Est-ce que c'est obligatoire? Réponse C. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Allumer les feux de croisement, est-ce que c'est conseillé, utile, obligatoire? Une seule bonne réponse ici. Alors, je suis ravie de voir les réponses. Ces derniers temps, justement, quand il pleuvait énormément, on voyait que du coup, c'était pas forcément... 4% disent conseillé, 7% utile, 89% obligatoire. En fait, tu aurais répondu quoi, Philippe? J'aurais répondu obligatoire. Mais oui, c'est la bonne réponse. Effectivement, en fait, les feux de croisement, c'est ce qu'on appelle généralement les codes. En fait, c'est obligatoire dès qu'il y a des intempéries de jour. Lorsqu'il y a un mauvais temps, on allume ces feux de croisement. Vraiment, vous voyez l'utilité, notamment sur cette photo. On voit bien que dans les rétroviseurs, le véhicule, on ne le verrait pas forcément s'il n'avait pas ces feux de croisement. Donc, surtout, les feux de croisement sont obligatoires. Dès qu'il y a des intempéries, surtout, on les allume. C'est surtout pour être vu par les autres usagers. Et vraiment, on voit que c'est peu... il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Dans de nombreuses voitures, maintenant, ça se met automatiquement. Alors, vous avez maintenant aussi cette possibilité, en fait, d'avoir automatiquement les feux qui s'allument. Vous avez même des capteurs qui permettent de déclencher automatiquement les essuie-glaces. Mais en revanche, ça veut dire qu'il faut sélectionner le mode automatique dans ces cas-là. Ok, donc 87%, voilà. Voilà, c'est obligatoire. La question, c'est obligatoire. Très bien. Question suivante. Dans cette situation, la vitesse maximale autorisée, est-ce qu'elle est de 70, 80 ou 90 km/h? Que répondez-vous ici? Je vous laisse répondre grâce à l'application. Là, on n'a aucune info. Hein. On voit une route. Il n'y a rien. Belle route, personne. Ok, que répondez-vous? 86. Pas de bouchon. Non, la route est large, droite, voilà. Vitesse maximale autorisée, je vous laisse répondre. Pas de 100%. Hein. Non. Et puis, comme quoi? Alors, on a 1%, 73, 24. Ah, ça se... Ouais. En fait, ok. On va laisser 2 petites secondes. Ok. Donc là, effectivement, quand il n'y a aucune signalisation, il n'y a rien, c'est la règle générale. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme quand on est en agglomération, s'il n'y a pas de panneau, d'office, on sait que c'est limité à 50. Quand on est hors agglomération, s'il n'y a rien, d'office, on sait qu'on est limité à 80 km/h. 80 km. 80 km/h. Pas 90, 80. Si c'est 90, il y aura un panneau 90. Si c'est 70, il y aura un panneau 70. Quand il n'y a aucune signalisation, c'est la règle générale. Et la règle générale, c'est 80 km/h. Donc là, c'était bien la réponse B. Voilà. Et comment, une petite question qui arrive, comment savoir si c'est 80 ou 90? Par défaut, de toute façon, c'est 80. Alors voilà, par défaut, il y a souvent cette question parce que certains départements, sont revenus à 90. On a abandonné le 80, sont revenus au 90. Mais comme ce n'est pas la règle générale, ils doivent mettre une signalisation. Donc s'il n'y a pas de signalisation, c'est 80. Si c'est 90, c'est la même chose que pour 70, il faut systématiquement un panneau. Ou c'est comme en ville, si vous êtes limité à 30, il y aura un panneau 30.
Voilà. Donc là, s'il n'y a aucune signalisation, c'est 80. Et dans les départements, ils sont revenus à 90. Il y a le panneau 90. Et j'ai une question subsidiaire. Yves, merci pour votre question. Et s'il pleut? Alors, s'il pleut, c'est limité. Nous sommes à 80, donc s'il pleut, nous sommes à 80. 80. En fait, du coup, il y a vraiment une différence entre la limitation de vitesse et l'adaptation de la vitesse à ce qui se passe. C'est-à-dire que la limitation de vitesse, elle est à 80. C'est 80 pour les jeunes conducteurs, c'est 80 par temps de pluie, c'est 80 par temps de pluie pour les jeunes conducteurs. Là, ça ne change pas, c'est toujours 80. Après, s'il pleut énormément, que la visibilité est réduite, on peut adapter son allure et rouler moins vite, mais la vitesse reste limitée à 80. Il n'y a pas d'abaissement par temps de pluie. Incollable cette Sophie, incollable. Pour les limitations de vitesse, ça devrait aller. Allez, question Je suivante. crois qu'on a fait les 4, non? Non, Non. je crois qu'il en reste, Mais- il en reste une. Ah, voilà. L'ajustement de la hauteur des feux est adapté si mon coffre est vide, ou réponse A, ou si mon coffre est bien chargé, réponse B. Je ne sais pas si vous voyez la petite molette, elle est sur 3. Elle est encadrée en jaune, vous voyez, il y a 3 chiffres, 0, 1, 2, 3, et du coup c'est sur 3. Là, il est sur 3. Mm. Est-ce que mon coffre est vide? Mon coffre est bien chargé? En fait, Alors cette là, commande, elle sert à régler les feux, la hauteur des feux de croisement, D'accord. plus ou moins. Donc Voilà. peut-être inversement proportionnel au C'est ça, poids ou, ça Alors. fait du bien de réviser, Sophie. 10-20% si mon coffre est vide, 75% si mon coffre est bien chargé. En fait, ça, c'est vraiment pour régler la hauteur des feux de croisement. Les feux de croisement, ils sont dirigés vers le bas pour justement ne pas éblouir les gens quand on les croise sur la route. Le truc, c'est que si votre coffre est très chargé, le problème, c'est que ça va avoir tendance à s'affaisser et les feux vont remonter. Donc, l'idée, ça va être de redescendre, d'abaisser en fait le faisceau des feux pour ne pas éblouir. Quand vous êtes à 0, c'est que vous êtes seul dans votre voiture. Quand vous êtes sur 1, c'est que vous êtes 2 ou dans la voiture avec un peu de bagages. Si vous êtes nombreux dans la voiture, vous mettez sur 2. Et quand votre coffre est très chargé, et vous êtes nombreux, vous mettez sur 3. Donc du coup, c'était bien la réponse B. Bravo, parce qu'il y a 76% de bonnes réponses, et alors que ce n'est pas évident. Oui, et puis on n'a pas le réflexe, honnêtement, de changer la molette. Alors, sur les voitures les plus récentes et vraiment plutôt luxueuses, maintenant, ça se fait automatiquement. Mais du coup, sur beaucoup de véhicules, il y a quand même cet accessoire qui est assez intéressant parce que sinon, en fait, ça éblouit les gens qui arrivent en face de nous. Et je ne sais pas si vous voyez la petite molette qui est juste à côté, elle est assez intéressante aussi. Vous l'avez peut-être déjà vue sur votre véhicule. C'est celle qui permet de diminuer la luminosité du tableau de bord. C'est-à-dire que des fois, la nuit, on peut ressentir une gêne avec la luminosité qui est sur notre tableau de bord. Cette commande, elle permet de régler la luminosité. Donc, vous l'avez peut-être aussi sur votre véhicule. Ok, donc vous cochez, pour ceux qui ont répondu, la réponse B. Et pour l'instant, il y a beaucoup de bonnes réponses. Alors, voilà, question 8. On passe à la petite séquence questions. Nelly nous demande en ville, quelle est la limitation de vitesse sans panneau 30? Alors, c'est la règle générale, c'est 50. Attention, parce que de plus en plus, dans certaines agglomérations, ils ont abaissé la vitesse à 30 partout. Dans ce cas-là, vous le saurez, si vous avez au niveau du panneau d'entrée d'agglomération, si vous avez un panneau 30 qui est sur le même support, dans ce cas-là, ça veut dire que la limite à 30, elle est dans toute l'agglomération. D'accord ? Dans ces cas-là, du coup, ça sera à 30 dans toute l'agglomération. Mais sinon, s'il n'y a pas de panneau en agglomération, c'est 50. On nous demande les feux qui s'allument automatiquement au démarrage. C'est Wilfried qui nous pose cette question-là. Les feux qui s'allument automatiquement au démarrage du véhicule sont-ils suffisants en cas de pluie? Alors, on parle là des feux diurnes, j'imagine. En fait, vous avez peut-être remarqué maintenant, à l'allumage du moteur, il y a des feux qui s'allument, les feux LED à l'avant du véhicule. On appelle ça les feux diurnes. Les feux diurnes, en fait, donc, ce n'est que à l'avant du véhicule et ça permet de détecter de jour quand il fait beau. Voilà. En revanche, ça éclaire pas à l'arrière et ça éclaire pas suffisamment à l'avance. Donc ces feux diurnes, ils sont pas suffisants en fait en cas d'intempérie. En cas d'intempérie, vous devez utiliser les feux de croisement. Ok. Yves nous pose une question, mais il faudrait peut-être préciser. Il nous demande, sauf sur autoroute, par l'interrogation. C'était peut-être par rapport à la limitation de vitesse, c'est-à-dire que pour les limitations de vitesse, dès que vous êtes hors agglomération, si vous êtes sur une route à double sens, sur une route à double sens, vous êtes limité à 80. Vous êtes limité à 90 s'il y a un créneau de dépassement, c'est-à-dire que s'il y a 2 voies dans votre sens de circulation, dans ces cas-là, vous êtes limité à 90. Si maintenant vous êtes séparé de ceux qui arrivent en face de vous par quelque chose de dur, une rambarde, une barrière, dans ces cas-là, c'est 110 km/h ou, si vous êtes sur autoroute, 130 km/h.
C'était peut-être. Est-ce que c'est. Et en partant de pluie? Et partant de pluie, on passe à 110. Et en 110 sur autoroute. 130. Voilà. J'espère que ça répond à votre question, Yves. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à la reposer. Merci. Allez, on passe et on avance Alors, sur le troisième thème. Et on va parler de soi en tant que Troisième producteur maintenant. Pour moi, tiens. Et on va essayer que ça ne se reproduise pas ce que vous voyez à l'écran avec la personne qui s'endort. Et justement, pour éviter ça, se sentant fatigué, un arrêt de 5 minutes sur une aire de repos suffit pour reprendre la conduite en sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Que répondez-vous? Se sentant fatigué, un arrêt de 5 minutes sur une aire de repos suffit pour reprendre la conduite. Donc là, j'imagine Alors, que... un arrêt de 5 minutes, on entend est-ce qu'il sort de voiture ou... Voilà, il fait quelques pas et... Voilà. Et 5 minutes, voilà. Est-ce que ça suffit ou pas? Si on se sent fatigué. Donc là, j'imagine que je ne suis pas étonnée du nombre de bonnes réponses. Après, ça serait intéressant de savoir si est-ce que vous le faites ou pas. Parce que c'est vrai que des fois, et ça fait partie vraiment des choses qu'on observe, c'est-à-dire que sur de très longs trajets, rares sont les gens à faire une pause. Même une pause de 5 minutes. Et du coup, il ne faut pas oublier que même si on part et on n'est pas fatigué, parce qu'on s'est bien reposé, parce que du coup, on n'a pas de déficit de sommeil ou quoi que ce soit, bah, là, de conduire, et notamment sur autoroute ou même n'importe où, en fait, c'est une activité qui est fatigante. Notamment une fatigue oculaire qui est assez importante. Donc même si on part reposer, au bout de 2 heures, il y a forcément pour tout le monde, même les gens qui sont vraiment très habitués, il y a forcément une baisse de vigilance qui va se traduire de différentes façons. Ça va pouvoir être des sensations de fatigue, ça peut voir de l'anxiété, des déviations de trajectoire ou des choses comme ça. Et du coup, toutes les études montrent qu'il faut au minimum 15 minutes pour retrouver toutes ces capacités. Donc une pause de 5 minutes, ça ne suffit pas. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut minimum 15 minutes. Donc c'était bien la réponse non. Et du coup, j'espère que vous en tenez compte lors de vos trajets. Minimum 15 minutes. Minimum 15 minutes, oui. La pause s'impose. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il faut prévoir, en fait, quand on prévoit un itinéraire, des pauses, en fait, ça doit faire partie justement quand on prévoit son itinéraire, on doit prévoir aussi où on va faire des pauses, autant les faire dans des endroits qui sont sympas ou voilà. Alors, je me permets, dans certains véhicules, on a justement un détecteur de fatigue, où on voit fatigue détectée, veuillez vous arrêter. C'est assez fiable, on peut... C'est assez fiable dans le sens où, en fait, il regarde au début, en fait, quel est votre style de conduite. En fait, il regarde si vous êtes bien au milieu de la voie, si vous mettez bien votre clignotant, si vos trajectoires sont stables, si vos accélérations, vos freinages, ils sont doux, tout ça. Et en fait, après, il compare. Et effectivement, s'il voit des grandes différences, là, ils vont vous dire que du coup, il faut faire une pause parce que du coup, tous les capteurs ont détecté que votre conduite avait changé. La vigilance avait changé. Et puis des choses dont on n'est pas conscient, c'est-à-dire qu'en fait, les petits écarts de trajectoire, on ne s'en rend pas compte. Sauf que du coup, les calculateurs, maintenant, nos voitures sont remplies de calculateurs, détectent que justement, il y a plein d'écarts de trajectoire et justement, c'est un signe de fatigue. Parce que la fatigue, ça ne va pas forcément être des bâillements, des raideurs dans la nuque ou des choses comme ça. Des fois, ça va se traduire par des petits changements de direction de la trajectoire qui ne va pas du tout être linéaire. Donc, c'est très fiable. Donc, tenez-en compte. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Allez, question suivante. La suite. Et donc, faire des pauses régulièrement limite les effets de la fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Voilà, donc j'espère qu'à la prochaine fois. Celle-là, c'est une question facile. C'est une question offerte par Sophie. Mais oui, mais en fait, c'est vraiment faire la différence entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. C'est-à-dire que du coup, effectivement, on sait tous. Parce que là, effectivement, on sait tous que du coup, faire des pauses régulièrement, ça limite les effets de la fatigue. Oui, on dit toujours tous les 2 heures, la pause s'impose. 2 heures, c'était calculé, je pense. Oui, mais vraiment. Ouais. Et puis même pour des gens, comme je disais, qui ne sont pas fatigués au départ. C'est-à-dire que souvent, on se dit, oui, il faut faire des pauses pour les gens qui sont fatigués, mais si j'ai bien dormi la veille, si mon véhicule il est confortable, je n'ai pas besoin. En fait, on oublie que conduire... en fait, est une activité qui est fatigante. Et que même si on fait des pauses, ça va limiter les effets de la fatigue. Mais du coup, ça va... Voilà, après, il ne faut pas se dire que ça évite toute fatigue. C'est que du coup, ça va limiter les effets de la fatigue. Donc voilà, c'était plus sur le côté, ça n'enlève pas toute la fatigue, ça limite les effets. Très bien, on avance. En tout cas, bravo pour ce 100% de bonne 100%, réponse. ce qui prouve bien que... Tout le monde fait des pauses. Ah oui, tout le monde est concentré. Là aussi, on est dans une question, je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'erreurs. Portant des lunettes, il est utile de contrôler sa vue régulièrement. Oui, réponse A, non, réponse B.
Je porte des lunettes, il est utile de contrôler sa vue régulièrement. Là aussi, je pense qu'on peut faire un 100% de bonnes réponses sur cette question. Alors, voyons. Et là, ça concerne tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. En fait, de nombreuses études montrent justement le nombre de conducteurs qui sont sur la route et qui ont une vue qui n'est pas corrigée ou qui est mal corrigée. Et c'est énorme en termes de proportion. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup notamment de jeunes conducteurs qui ne savent pas qu'ils ont des problèmes parce que du coup on contrôle moins sa vue quand on est plus jeune. Donc ça ne concerne pas que les personnes plus âgées, en fait même les jeunes ça les concerne. Ça concerne des gens qui ont des lunettes depuis des années, qui n'ont pas fait contrôler leur vue et donc du coup la vue a évolué et leur correction n'a pas évolué de la même façon. Donc oui, en fait c'est juste cette question-là. Bravo à tous parce qu'il y a 100% de bonnes réponses, mais c'est aussi une façon de vous dire, n'hésitez pas à faire, si ça fait longtemps, vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller contrôler votre vue prochainement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de vue qui conduisent. Et du coup, ça peut être différentes choses. Ça peut être un éblouissement qui est plus important, ça peut être aussi voir moins facilement de loin, de près. Donc, ça a des incidences vraiment importantes. Ok, il y a une question pour tout à l'heure qui est arrivée, mais je te la poserai tout à l'heure. Et enfin, la question 12 de cette séquence. J'ai terminé un traitement avec un médicament présentant ce pictogramme. Je consulte mon médecin traitant avant de reprendre la conduite. Oui ou non? Que répondez-vous ici? Vous avez terminé un traitement avec un médicament présentant ce pictogramme 3. Que répondez-vous ici? Est-ce que du coup je consulte mon médecin traitant? Là, vous voyez, dans des questions qu'on pose. Et là, j'ai une question absolument qui va être autour justement du médecin traitant. Mais voilà, on est dans des questions qui sont posées aux jeunes conducteurs lorsqu'ils passent leur permis. Et du coup, en fait, c'est entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et voilà, là, c'est assez important. Donc 69% disent oui, 31% disent non. Un tiers, c'est pas simple, la réponse n'est pas simple du tout. Parce que du coup, c'est pas forcément fait, mais effectivement, en fait, un médicament de niveau 3, il présente vraiment un risque très important. Il ne faut pas conduire avec un médicament de niveau 3. Vraiment, il y a vraiment un danger. C'est vraiment pas compatible avec la conduite automobile. Donc niveau 3, on ne conduit pas. Mais j'ai terminé un traitement. Alors, voilà. Une fois que j'ai terminé le traitement, je dois consulter mon médecin pour savoir si oui ou non je peux reprendre la conduite. Et surtout, ce qui se fait de temps en temps, c'est des gens qui disent comme je vais prendre la route, je vais arrêter je vais pas prendre mon médicament ce matin ou la veille, je vais éviter de prendre. En fait, surtout pas faire ça. Les effets des médicaments durent des fois bien au-delà de la prise du médicament. C'est pour ça que c'est important d'aller consulter son médecin avant de reprendre la conduite. Et s'interrompre, c'est vraiment une très mauvaise idée par rapport à l'affection qui vous amène à prendre ce médicament. Et en plus, ça va pas du tout ça va pas vous garantir une sécurité pour conduire. Donc vraiment, être très vigilant là-dessus par rapport aux médicaments. Vous avez 3 niveaux de vigilance, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Niveau 1, il faut lire la notice. Niveau 2, il faut consulter faut en parler avec son pharmacien ou son médecin. Et niveau 3, c'est avant de reprendre la conduite, je consulte mon médecin qui me dira si oui ou non je peux reprendre la conduite en toute sécurité. On apprend. Voilà. On apprend. Non, mais c'est pour... Pas que des révisions. Alors, Anne-Sophie nous pose 2 questions. J'ai oublié mes lunettes et je me fais arrêter. Suis-je sanctionné ? Oui, en fait, vous pouvez être sanctionné dans le sens où, sur votre permis, il y a un code qui a été mis et en fait qui dit que vous avez l'autorisation de conduire. Alors, en fait, le permis de conduire, c'est une autorisation administrative. Vous avez l'autorisation de conduire sous réserve, justement, d'avoir une correction, d'accord ? Puisque le code de la route prévoit qu'on ne peut pas conduire avec une acuité inférieure à 5 dixièmes. Donc, en fait, c'est sur votre papier, sur votre permis de conduire, c'est bien marqué que, du coup, c'est sous condition. Donc, effectivement, vous êtes verbalisable si vous n'avez pas vos lunettes. Anne-Sophie, toujours, quelle est l'acuité minimale pour pouvoir conduire ? Alors, l'acuité minimale, en fait, c'est 5 dixièmes pour les 2 yeux. D'accord ? C'est-à-dire que vous devez avoir une acuité de 5 dixièmes. En revanche, si vous avez un œil qui ne voit pas du tout ou qui a une acuité très très basse, inférieure à 1 dixième, il faut que l'autre œil ait une acuité d'au minimum 5 dixièmes aussi. Avec correction, c'est-à-dire que je dois avoir 5 dixièmes avec mes lunettes. Maxime nous demande, est-ce que mon médecin traitant peut me retirer le permis ? Alors, le médecin traitant, il peut vous alerter que vous avez d'une affection qui est incompatible avec le maintien du permis de conduire.
s'il vous alerte, vous avez l'obligation d'aller consulter un médecin qui est agréé et qui est le seul, donc qui ne peut pas être votre médecin traitant et qui est agréé par la préfecture et qui est le seul à pouvoir officiellement avoir vous enlever le maintien de votre permis de conduire. Donc, ce n'est pas le médecin traitant qui peut vous enlever, mais il peut vous alerter d'une affection et va vous réorienter vers un médecin agréé qui va statuer officiellement. D'accord. Sylvie nous demande, je porte des lentilles de contact. Dois-je avoir une paire de lunettes sur moi? Alors, c'est une précaution, c'est-à-dire que si à un moment il y a un problème avec ces lentilles, c'est comme ceux qui ont une paire de lunettes, c'est toujours avoir une deuxième paire dans son véhicule. Le truc, c'est que si vous avez une correction, que ce soit des lunettes ou des lentilles, c'est bien que votre acuité, elle n'est pas suffisante pour pouvoir conduire. Donc, effectivement, c'est toujours bien. C'est pas obligatoire à bord du véhicule, mais si vous avez un souci, c'est toujours bien d'avoir une paire de rechange si jamais il y a le moindre souci. Pouvez-vous faire un focus pour les personnes opérées de la myopie? L'attestation du médecin est valable combien de temps? Nous demande Sandrine. Alors, Opérée de la myopie. l'attestation. Alors, là, c'est vraiment très spécifique. Et normalement, on doit. Alors, est-ce que du coup, c'est par rapport au médecin agréé qui vous a donné. Je ne saurais pas répondre à cette question. C'est vraiment très, très précis. Parce que l'attestation du médecin, en fait, qui vous interdit de conduire ou qui vous autorise à conduire au bout. Je ne vois pas de quelle attestation vous parlez, en fait, Sandrine. Je suis désolée. Allez, c'est peut-être qu'elle. Parce que je sais que, par exemple, à certains moments, il peut y avoir une incompatibilité. On peut, en fait, vous interdire de conduire pendant un laps de temps. Par exemple, si je perds l'usage d'un œil aujourd'hui, j'espère pas, du coup, je vais avoir d'office 6 mois où je ne vais pas pouvoir conduire. Et après ces 6 mois, du coup, un médecin va statuer si oui ou non je peux conduire. Donc, est-ce que c'est de cette attestation qui vous dit que vous ne pouvez pas conduire pendant un certain temps? J'avoue que je ne sais pas vous répondre. Alors Patrick nous précise, pourquoi ne pas faire un permis à renouvellement pour les gens qui ont des problèmes de vue? Normalement, de toute façon, lorsque vous avez cette autorisation, je vous disais tout à l'heure, en fait, quand vous passez le permis, en fait, vous dites si oui ou non vous avez des problèmes de vue ou pas. Ensuite, donc déjà, il y a cette déclaration au départ, mais ensuite, il y a aussi, pour le maintien, vous avez l'obligation, si vous avez un souci de vue, pour pouvoir conduire, vous avez l'obligation, en fait, d'avoir une correction pour votre vue. Si vous ne le faites pas, vous êtes en infraction. Après, un renouvellement, en termes... Sandrine le dit, le chirurgien qui m'a opéré m'a donné un certificat, par exemple. Donc, on a une date de validité dessus. D'accord. Ouais. Et qui vous interdit de conduire, Sandrine, pendant un certain temps, c'est ça? Opéré m'a donné un certificat. Ne spécifie pas l'acuité visuelle. En fait, Nelly qui dit les anciens permis ne spécifient pas d'acuité visuelle perso. Mais en fait, là, vous avez des devoirs, c'est-à-dire que pour pouvoir conduire, vous ne devez pas consommer d'alcool, vous devez avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes. En fait, ça fait partie en fait, du permis de conduire. Cette autorisation de conduire, elle est sous condition. Il faut avoir des poids sur son permis. En fait, et donc, ça en fait partie même pour les permis qui ont été passés il y a plus de temps. Et effectivement, il y a des gens qui n'ont pas précisé lorsqu'ils ont passé leur permis, qui portaient des lunettes. Mais en même temps, ça n'empêche pas que, du coup, pour pouvoir conduire, il faut avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes. D'au moins 5 dixièmes, ça c'est important. Mais Sandrine, oui, je me renseignerai, je ne vois pas de quel certificat vous parlez, je suis désolée. Avant de passer à la séquence suivante, cette dernière question, toutes ces nouvelles voitures blindées d'alertes et d'infos de toutes sortes ne peuvent-elles pas nuire finalement à l'attention au volant, car trop d'infos à gérer? Alors oui, alors ça c'est des fois ça pas de Noël. Alors il y a ça et puis il y a aussi le côté où comme en fait ça nous aide tellement, c'est aussi une baisse d'attention, c'est-à-dire par exemple pour certains ils se rendent compte que quand ils utilisent le régulateur de vitesse, le fait de plus avoir accéléré à freiner, à plus avoir à vérifier l'allure à laquelle ils circulent, en fait c'est pas qu'ils doivent être attentifs à trop de choses, c'est que du coup en fait ils s'ennuient et limite, ça baisse leur attention. Et donc, d'en être conscient, justement, ça peut permettre de reprendre de temps en temps régulièrement la main. Mais du coup, ils en tiennent compte. Et effectivement, en fait, ce sont des assistances à la conduite. C'est fait pour nous aider, pour nous assister. Ça ne remplace pas le conducteur. Et c'est au conducteur aussi de savoir à certains moments s'il ne se sent pas à l'aise, s'il sent qu'il est moins vigilant, s'il sent qu'il est en surmenage par rapport à tout ce qui lui arrive, c'est peut-être qu'il est fatigué. Et donc, il faut faire une pause. D'accord. Et en plus, ça tombe... C'est qu'il fallait démontrer. Allez, séquence suivante, on passe
la quatrième séquence avec Le véhicule, nos justement. 4 questions. Pour mon véhicule. Et bien oui, la transition, elle est toute faite avec... Eh ben, on va parler d'abord du contrôle technique. Le Bah fameux oui, hein, contrôle voilà. technique. On a eu des questions un peu simples, on va poser une question un petit peu compliquée. Le véhicule présente une défaillance critique lors du contrôle technique. Il peut encore circuler le jour du contrôle uniquement, réponse A, pendant 1 mois, réponse B, pendant 2 mois, réponse C. Que répondez-vous? Votre véhicule présente une défaillance critique au contrôle technique. Critique. Ouais, c'est critique. Est-ce que je peux circuler le jour même du Jouer contrôle, sur les mots là. pendant 1 mois, pendant 2 mois? Alors là, je suis étonnée, hein. Bravo, bravo à tous, hein. Donc, j'espère que ça ne vous est pas arrivé. En fait, dans le contrôle technique, il y a 3 niveaux de défaillance. Il y a les défaillances mineures. Pas Je vous tous laisse un... répondu. Ouais. Allez, c'est bon. Il y a les défaillances mineures, donc qui n'occasionnent pas en fait de contre-visite. Il y a les défaillances majeures et il y a les défaillances critiques. Défaillances majeures et critiques, il faut faire une contre-visite. Vous avez 2 mois pour effectuer cette contre-visite, pour réparer et effectuer la contre-visite. La seule différence, c'est qu'un défaut critique, ça veut dire qu'il y a un danger qui est immédiat, d'accord? Donc, on ne va pas vous laisser circuler avec le véhicule. Vous avez le droit de circuler avec votre véhicule que jusqu'à minuit le jour du contrôle. En gros, c'est juste le temps d'aller déposer votre véhicule au garage. En fait, ça sert à ça. C'est-à-dire que du coup, voilà, vous ne pouvez circuler que le jour même du contrôle. En fait, le danger, voilà, on ne va pas vous laisser circuler avec un véhicule qu'on considère comme dangereux au niveau de la sécurité ou vraiment en termes d'écologie, en fait, qui est extrêmement polluant. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous autorise à circuler que le jour même du contrôle. 71% de bonnes réponses. Mais on est bien d'accord que ça reste 2 mois pour réparer oui, c'est 2 et mois, effectuer. hein, Voilà, d'accord. Okay. Mais c'est juste la circulation avec ce véhicule. En tout cas, bravo, parce que du coup, je vois que c'est assez connu, donc c'est parfait. Question 14. Pour connecter mon véhicule électrique à la borne de recharge, j'utilise le cordon de charge fourni, une prise multiple, une multiprise que j'ai à la maison, ou un prolongateur, c'est une rallonge. Donc du coup, il n'y a qu'une seule bonne réponse, hein. Qu'utilisez-vous pour connecter mon véhicule électrique à la borne de recharge? Est-ce qu'on utilise le cordon de charge qui est fourni? Là aussi, voilà. Bon, je pense qu'on va avoir un 100% de bonnes réponses. Tous une bonne réponse. Alors, c'est intéressant, mais là aussi, on est dans ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et du coup, on voit des fois, en fait, des gens qui utilisent des prises multiples et on voit des branchements qui sont faits en guirlande. C'est-à-dire que je prends une multiprise qui va sur une autre multiprise qui va sur un autre cordon. Donc, évidemment, surtout, on fait très attention. Il peut y avoir vraiment, en termes d'intensité, des surchauffes qui peuvent nuire et à votre véhicule, à la batterie de votre véhicule, mais aussi à la sécurité de vos installations électriques. Donc surtout, on prend le cordon de charge qui est fourni par le constructeur, d'accord? Et on ne prend pas d'autres choses qui ne sont pas faites pour ces intensités qui sont énormes. Donc c'était bien la réponse A. Bravo. Pour l'instant, ça se passe bien dans cette séquence-là. Mais ouais, 100%, question 100% de réussite, bravo. Il est obligatoire de posséder à bord du véhicule un gilet de haute visibilité, réponse A, un triangle de présignalisation, réponse B, un disque de stationnement, réponse C. Il y a plusieurs bonnes réponses sur cette question. Il est obligatoire, hein. Il est obligatoire, pas vivement conseillé, hein. Voilà. On est un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure sur les lunettes. Quand on a des lentilles ou des lunettes, en fait, d'avoir une paire de rechange, c'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Là, qu'est-ce qui est obligatoire? Bravo. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. En tout cas, il n'y a que des bonnes réponses. Quasiment. Oui. Le disque de stationnement, c'est utile de l'avoir pour stationner dans les zones bleues, d'accord? Si vous stationnez dans une zone bleue, vous devez mettre un disque. Mais à bord du véhicule, si les forces de l'ordre vous arrêtent, ils ne vont pas vous demander de présenter le disque de stationnement. En revanche, d'avoir un gilet de haute visibilité, c'est ce qu'on appelle le gilet jaune, mais qui peut être de n'importe quelle couleur, hein. Il peut être rose, il peut être orange. L'important, c'est qu'il ait ses bandes réfléchissantes. Ah, d'accord. Donc le gilet de haute visibilité, il est obligatoire, d'accord? Et il doit être à portée de main. L'idée, c'est que s'il y a un incident, vous devez pouvoir le prendre et le mettre dans le véhicule avant de sortir du véhicule. Donc le gilet de haute visibilité, vraiment à portée de main. Il doit pas être dans le coffre. Bah non. D'accord. Non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le mettre pour sortir du véhicule. Et le triangle, lui, est obligatoire aussi pour signaler votre véhicule si vous avez une panne. Et du coup, il est obligatoire. Et lui, on peut mettre dans le coffre, par contre. Donc, c'était bien A et B. Il n'y a que des bonnes réponses dans le chat. Oui. Bravo. Sur cette catégorie-là, oui.
Très bien. Et enfin, il y a la 16e. Alors, l'aide au maintien dans la voie, c'est plus compliqué. Ce qu'on appelle des fois la file. En fait, ce qui permet en fait, de vous alerter si vous n'êtes pas bien centré au milieu de la voie. Est-ce que ça fonctionne avec les marquages au sol, oui ou non, ou même sur les routes où il n'y a pas de marquage au sol, oui ou non? Alors ça, j'ai choisi cette question parce que c'est assez étonnant quand on ne connaît pas cette aide. Alors, l'aide au maintien dans la voie fonctionne avec les marquages au sol, oui ou non? Sans marquage au sol. Alors, ça va être l'occasion de parler en fait, de cette assistance que vous avez maintenant sur les véhicules, que beaucoup désactivent d'office, parce que c'est un peu gênant au début. Elle peut être aussi modulable. Elle peut être modulable à plusieurs vitesses. Ou c'est juste un petit tremblement, c'est ça? Alors, ça dépend. Il y a déjà la possibilité, à certains moments, ça va vous alerter. En fait, cette assistance, elle vous permet de vous alerter quand, justement, en fait, vous quittez la voie sans avoir mis de clignotant. Sans le clignotant. Ce qui peut laisser penser que vous êtes en train de vous endormir. Et donc, sur certains véhicules, il va y avoir juste un voyant qui va s'allumer, il peut y avoir le volant qui vibre, le siège qui vibre, il peut y avoir une alerte sonore aussi. Et vous avez aussi l'aide au maintien dans la voie qui va vous ramener en fait, au milieu de la voie. Ce qui est assez étonnant quand on ne connaît pas ça. En fait, les premières fois, on se dit, mais pourquoi en fait, mon volant il revient sur la droite? C'est un peu effrayant. Et donc, il y en a beaucoup en fait, qui désactivent parce que c'est un peu gênant. Le truc, c'est comment ça fonctionne. Vous avez des caméras en fait, dans votre véhicule en fait, qui prennent en compte les marquages au sol. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à savoir si vous êtes au milieu ou non de votre voie. S'il n'y a pas de marquage au sol ou si, par exemple, alors ce qui arrive, par exemple, quand vous arrivez au niveau d'une autoroute, au niveau des péages, à un moment, du coup, il n'y a qu'un marquage sur la droite, si bien que votre voiture, il vous emmène vers la droite. Donc, ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas de marquage au sol, ça ne fonctionne pas s'il y a de la boue, de la neige non plus. Donc, ça ne fonctionne pas systématiquement. Mais du coup, moi, je trouve que c'est assez intéressant cet accessoire-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'a permis de me rendre compte qu'à plein de reprises, en fait, je coupais les virages. Et je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que pour moi, j'avais une bonne trajectoire. Et en fait, de me rendre compte que la voiture qui me signalait à chaque fois que j'étais mal placée, c'est assez étonnant. Et puis, ça nous rappelle de temps en temps de mettre le clignotant. Exactement. Aussi. Parce que ça ne fonctionne que, en fait, ça se met en route. Sur l'autoroute en disant, il n'y a personne derrière moi, pas besoin de signaliser. Voilà. Signaler, je veux dire. Voilà, en fait, vraiment, l'idée, c'est effectivement, c'est quand vous ne mettez pas de clignotant. Donc, du coup, ça fonctionne avec les marquages au sol, mais quand il n'y a pas de marquage au sol, ça ne fonctionne pas. Quand c'est recouvert de neige, de boue, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, c'était l'occasion de parler justement de la file et de l'aide au maintien dans la voie. Donc, les bonnes réponses. Et donc, du coup, c'était bien A et D. Et bravo, parce que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes réponses. Donc, parfait. N'oubliez pas de vous mettre à chaque fois de noter, point. exactement. Allez, une petite question avant de passer à la dernière séquence. On va directement peut-être passer à la dernière séquence. Pas de questions par rapport à ça? Non. Ok. Oui, ils ont été très bien. Bons élèves, pas de souci là-dessus. Pour quand ça se passe mal? Et oui, puisque des fois, ça ne se passe pas toujours bien quand on est sur la route. Il peut y avoir quelques petits soucis. Donc justement, on va parler de ces petits soucis. Alors de mon côté, d'ailleurs, j'ai un petit souci puisque je ne vois pas la question. Attendez, ça va revenir. On revient sur et voilà. Et en fait, quand il y a un souci, tout redevient à la normale après. Et bien, on va parler du e-constat. Est-ce que le e-constat a la même valeur qu'un constat papier? Oui, réponse A, non, réponse B. Alors peut-être que certains connaissent. Ce serait bien de faire une petite piqûre de rappel. C'est quoi le e-constat? Alors le e-constat, c'est une application qui vous permet en fait de remplir votre constat via votre téléphone et donc de pouvoir prendre des photos via votre téléphone, d'être localisé par le téléphone. Donc du coup, c'est vraiment très bien. En revanche, on ne peut pas l'utiliser systématiquement. Ça peut s'utiliser que pour un accident matériel. Donc s'il y a des blessés, on ne peut pas l'utiliser, du moins pour l'instant. Donc que des accidents matériels avec des véhicules immatriculés et assurés en France et sur le territoire français. Ça veut dire que si vous avez un accident en Espagne, vous ne pouvez pas utiliser le e-constat. Si vous avez un accident à Paris avec un véhicule espagnol, vous ne pouvez pas l'utiliser non plus. C'est uniquement pour les accidents matériels qui se passent en France avec des véhicules immatriculés et assurés en France. Et donc oui, ça a la même valeur qu'un constat papier. L'envoi est plus rapide. Donc vraiment, n'hésitez pas à télécharger le e-constat parce que du coup, c'est très aidant. Donc bravo, en tout cas. 83%. Oui, beaucoup de bonnes réponses à cette session de cette année. Bravo à vous, 83% de bonnes réponses, c'est parfait. Alors, ensuite, question 18.
Question 18. Dans cette situation, ce véhicule est bien placé? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'en parle chaque année. Peut-être que l'année, j'en Donc, nous sommes parlerai sur encore. l'autoroute. Ah, 3 bon, voies. ouais, il y a 3 voies. On est placé sur la voie du milieu. Est-ce que je suis bien placée? Oui ou non? Alors, que répondez-vous? Je vous laisse quelques secondes. Pour l'instant, une grande majorité disent qu'on est bien placé. Et donc, ça fait partie des règles qui étaient très peu connues. Et maintenant, avec toute la communication qui est faite là-dessus, du coup, on remarque que de plus en plus, les gens connaissent cette règle. Donc surtout, c'est ce qu'on appelle le corridor de sécurité, c'est-à-dire que quand il y a un véhicule d'intervention ou un véhicule en panne, il faut toujours le dépasser en laissant un espace latéral suffisant qu'on appelle le corridor de sécurité. Idéalement, on ralentit et on change de fil, comme a fait ce véhicule, donc il est très bien placé. Et si jamais on n'a pas eu la possibilité, dans ces cas-là, on ralentit et on serre à gauche de sa voie. Mais l'idée, c'est quand même en amont de bien les détecter pour changer de fil, pour bien laisser cet espace de sécurité. Il y a encore chaque année de nombreuses personnes qui travaillent sur l'autoroute. Quel que soit le véhicule qui est sur la bande d'arrêt d'urgence. Quel que soit le véhicule, Oui, voilà, effectivement. parce que là, on voit un véhicule d'intervention, mais si c'est un véhicule en panne aussi. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Et ensuite, de ne pas rester sur cette file milieu. Ah bah non, sinon on n'a rien à faire sur la voie du milieu. D'accord. Voilà. Bien aller sur la voie. Allez, question. Donc, n'oubliez pas de cocher votre bonne réponse. 85% de bonnes réponses. Question 19. Question 19. On Alors, arrive à la fin. on va parler de l'e-call. Alors, peut-être que vous avez oui. ça sur votre voiture. C'est un petit bouton rouge où c'est marqué SOS. Est-ce que ça permet, en cas d'accident, d'alerter les secours automatiquement? Oui ou non? Manuellement? Oui ou non? Que répondez-vous? Plusieurs réponses, évidemment. Peut-être que vous l'avez vu, en fait, peut-être que vous l'avez dans votre voiture, peut-être que vous ne savez pas forcément à quoi ça sert. Est-ce que ça permet d'alerter les secours automatiquement? Oui, non. Manuellement? Oui, non. Si vous dites oui, oui ou non, non, en fait, on peut choisir. En fait, alors, je pense que ceux qui ont marqué non pensent que du coup, alors je sais peut-être que ça ne se fait pas automatiquement pour eux. En fait, l'e-call, c'est vraiment, ça permet, en cas d'accident, d'alerter les secours. Si vous êtes en fait, voilà, il va y avoir un choc, ça va déclencher les airbags. Et là, en fait, la voiture va vous envoyer un message. Une personne va vous dire est-ce que tout va bien? Et si ça ne répond pas, du coup, ça va alerter les secours automatiquement. C'est-à-dire qu'ils vont savoir combien il y a de personnes dans la voiture, puisque du coup, grâce au nombre de ceintures qui sont attachées dans le véhicule, où votre véhicule est. Donc, en fait, ça permet d'alerter les secours automatiquement. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas bien à un moment, où vous avez un début de malaise ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi appuyer dessus. Donc, ça peut permettre d'alerter les secours soit de façon automatique, si vous êtes inconscient, et aussi manuellement. Donc c'était bien A et C, c'était bien oui aux deux questions. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez ça dans votre véhicule. C'est assez rassurant avant de faire un trajet des fois. Et on passe à la dernière, c'est ça Philippe? Et on passe à la dernière question. Très bien. Et oui, il est déjà 11h. 11h32. On avait dit une petite heure, on est bien. On est bien. Question, donc la dernière, sur un constat amiable. Dans le cas où les circonstances ne correspondent pas exactement, est-ce qu'aucune case n'est à cocher ou il faut cocher la case qui s'en approche le plus? Que faites-vous? En fait, vous savez, il y a 17 cases. Il n'y en a aucune qui correspond vraiment. Est-ce que vous allez cocher. Je savais que c'était dur à lire, cette question-là. Est-ce que vous ne cochez aucune case ou est-ce que vous allez essayer de trouver la situation qui s'en rapproche le plus? Ah, c'est plus partagé ici, Alors, 61-40, 63-40. Pardon. Ne correspondent pas exactement. Ouais, ça ne correspond pas vraiment. Et bien dans ces cas-là, surtout, vous ne cochez pas. Hop, j'ai dit trop tôt, c'est ça Philippe? D'accord. Réponse A, oui, 63%, 2 tiers. Ok. Donc en fait, ici, surtout si ça ne correspond pas exactement, en fait, le constat, c'est la façon pour votre assureur de savoir ce qui s'est passé. Donc, si ça ne correspond pas, vous ne cochez pas, d'accord? Et vous allez mettre dans observation quelle était la situation, d'accord? Mais surtout, ne mettez pas une case qui n'est pas correcte, d'accord? Donc, il ne faut cocher aucune case dans ces cas-là. Donc, c'était bien la réponse A, bravo. Vous étiez plus nombreux à savoir, voilà, que certains pensaient en fait qu'il fallait cocher la case qui s'en approche le plus, surtout pas, d'accord? Bien, on arrive à la fin de ce grand quiz. Oui, ce grand quiz live. Alors, il va être temps de faire vos petits calculs pour voir exactement le nombre de bonnes réponses. De notre côté, nous,
Alors, on va voir les statistiques hein, de tous les inscrits, voir le nombre de réponses sur 20. Hein, le score magique, c'était 20 sur 20, bien sûr. 20 Effectivement, sans questions de faute. ce quiz 2023. Alors, il n'y a pas, je vous rassure, il n'y a pas de vainqueur ayant 20 sur 20 aux questions. Mais je pense que c'était lié, tu sais, au fait qu'on ne pouvait pas répondre deux Oui, réponses aussi, en c'est même vrai temps. que- Je pense que c'est pour ça. C'était peut-être compliqué. Mais par contre, plus de la moitié, de nos fidèles ont répondu correctement entre 16 et 19, sur Ouais, 16 et bravo. 19 questions. Hein. On l'a vu. 16 à 19 points, 16 à 19 sur 20 pour 55% d'entre vous, 54 on va dire. On attend les derniers petits calculs. Ouais, c'est ça, 53% ont une note entre 16 et 19. Ouais. Donc effectivement, on Et l'a 40. vu tout le long, hein, en fait, souvent des très bonnes, des bonnes réponses à ces questions. Pour certaines qui peuvent paraître évidentes, mais ça permet aussi de revenir sur les choses qu'on sait, mais qu'on ne fait pas forcément. Donc de revenir là-dessus. Mais il y avait aussi des questions quand même qui n'étaient pas évidentes, notamment sur tout ce qui concerne les nouveaux usagers C'est ça. et avec qui la cohabitation des fois se passe mal parce que les gens ne connaissent pas forcément les règles. Donc c'était important de revenir là-dessus. Pareil sur le constat amiable, là c'était aussi important parce qu'effectivement pour certains, il faut absolument cocher des cases, notamment sur le constat amiable. Et du coup, on voit que ça peut avoir des incidences après, donc c'est aussi important de revoir ça. Donc voilà, sur toutes vos questions sur l'assurance, n'hésitez pas à aller voir justement votre conseiller générali. Et puis si vous avez des questions sur le code de la route, il y a ce site sur la route vous assurez, sur lequel vous avez plein de vidéos qui vous expliquent plein de thématiques différentes. Donc n'hésitez pas, vous y avez accès à ces vidéos. Donc du coup, ça permet avec des petites vidéos de 3-4 minutes de revoir l'essentiel sur ces sujets-là. Vous pouvez évidemment franchir la porte d'une auto-école quand vous avez des questions. Et puis vous avez ce surtout, magnifique bouquin. voilà, ce grand quiz Live Generali en partenariat avec Code Rousseau, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas attendre une fois par an cette émission pour réviser. On a besoin de réviser, on l'a vu encore aujourd'hui, et à chaque émission on le voit, donc n'hésitez pas à pousser la porte d'une auto-école, mais voilà, le Code Rousseau et sur la route aussi. Vous allez sur notre site, sur la route, vous assurez, avec, là on a mis d'ailleurs en ligne plein de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus. Et bien sûr, vous avez toujours le Facebook à votre disposition. Voilà, il est temps maintenant de conclure, Exactement. de te remercier, Sophie. Merci à On a toi, encore merci à vous. bien révisé. On va souhaiter à tout le monde d'excellentes fêtes de fin d'année. Exactement. Voilà, et sur la route, bien évidemment, vous assurez. À très vite, bonne fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir.